Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur Medi 1 TV Afrique pour ce nouveau numéro de votre émission Génération News. La bibliothèque, ce temple du savoir et de curiosité intellectuelle, semble être délaissée par les jeunes. Quel rapport ces adolescents entretiennent-ils aujourd'hui avec cet espace destiné à la connaissance? Nous allons consacrer la première partie de cette émission à cette problématique. Et puis l'Afrique, un continent riche en culture et la mode occupe aujourd'hui une place de choix. De fil en aiguille, nous assistons à l'émergence de jeunes stylistes. Mais quel est l'avenir de ces créateurs sur le continent? Nous allons en parler en deuxième partie d'émission. Et pour décortiquer ces sujets avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Marie. Marie, c'est votre deuxième participation à cette émission. Merci d'être là aujourd'hui. Merci à vous pour l'invitation. Et nous avons également le plaisir de recevoir Roméo. Vous êtes styliste, modéliste. Merci d'avoir effectué le déplacement. Merci à vous aussi. Et nous avons également l'honneur de recevoir aujourd'hui sur ce plateau de Génération News Tali. Vous êtes modéliste également, styliste. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci, c'est gentil. Et nous allons enfin terminer avec notre ami Biram. Vous êtes bibliothécaire. C'est également un honneur de vous recevoir aujourd'hui sur le plateau de Génération News. Merci, c'est un honneur aussi pour moi. Je le disais dans mon introduction, nous allons parler de la question de la bibliothèque. Aujourd'hui, le rapport que les jeunes entretiennent avec cet espace destiné à la connaissance. Force est de constater aujourd'hui, Marie, que ces jeunes ont malheureusement délaissé les bibliothèques. Pourquoi ? Effectivement, on constate que les jeunes délaissent les bibliothèques puisqu'on est dans une société qui évolue et dans un nouvel ère, l'ère du numérique. Et on est confronté à une nouvelle génération hyper connectée qui ne se retrouve pas dans les bibliothèques classiques qu'on a, puisque la bibliothèque n'a pas évolué face à ces nouvelles générations. Évidemment, Marie l'a souligné, on se retrouve avec une génération 2.0, une génération connectée, tout est numérisé aujourd'hui. Mais Tali, est-ce que, évidemment, avec l'avènement d'Internet, est-ce qu'aujourd'hui la bibliothèque occupe encore une place importante dans le quotidien des jeunes? Bon, une place importante, je dirais non, parce que tout le monde est plus tourné vers les nouvelles générations, la bibliothèque digitale, parce que même si les jeunes lisent aujourd'hui, on est plus tombé dans la facilité en fait. Tout ce qui est plus accessible, tu n'as pas besoin de te déplacer pour aller dans une bibliothèque physique. Alors pourquoi ne pas chercher ce que tu veux dans une bibliothèque, excusez-moi, digitale, se déplacer pour aller dans une bibliothèque physique qui va te prendre du temps. Voilà, donc nous sommes plus portés à être dans le digital, tout ce qui est digital, c'est plus accessible. Mais je ne pense pas aussi que tout, on peut le retrouver dans une bibliothèque digitale. Du coup, la bibliothèque physique reste très importante. Et moi, je pense que tout ce qui est sur papier, certains peut-être l'ont compris, mais certains ne l'ont pas compris parce que les choses évoluent tellement vite. Et nous allons tous au rythme de ce qui se passe actuellement. Hein. C'est plus facile d'être assis chez soi et de lire un livre. Il y a même des bibliothèques, des livres audio. Le livre que tu peux retrouver sur papier, tu le retrouves sur... Le contact physique, évidemment, ça reste très important. Oui, pour l'assimilation et puis pour retenir en fait ce qu'on a lu. Je pense que le contact physique reste très important. Roméo, évidemment, on a parlé du contact physique avec ces bibliothèques. Ça reste un espace, comme on dit, ce temple du savoir. Et malgré aujourd'hui cette flopée d'informations qu'on retrouve sur Internet, la bibliothèque, ça reste un endroit de concentration où les jeunes peuvent se retrouver pour travailler ensemble. Oui, je pense. Déjà, quand on rentre dans une bibliothèque, on dit silence, faites pas trop de bruit. Donc je pense que la concentration est primordiale. Mais après aussi le fait qu'aller en bibliothèque aussi est une occasion de sortir de chez soi. C'est aussi une occasion de se retrouver entre amis. C'est aussi une occasion de partager cette activité-là dont déjà les participants trouvent un intérêt. Donc je pense que oui, la bibliothèque est importante et oui, c'est aussi cette activité-là qui peut être intéressante pour... Mais quelle image ont-ils réellement ces jeunes-là de la bibliothèque? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on trouve un petit peu évidemment un désintéressement de ces jeunes? Qu'est-ce qu'ils appréhendent selon vous? Je pense que déjà à la base, il faudrait qu'ils puissent avoir un intérêt, qu'ils trouvent l'intérêt d'y aller. Parce que si dès la tendre enfance, si dès le jeune âge au lycée ou au collège, on n'a pas inculqué à ces jeunes-là cette habitude d'aller en bibliothèque, je ne pense pas qu'après ils le feront.
une fois qu'ils ont le choix, ben, ils n'iront pas. Parce que si ça a été quelque chose d'imposé et quelque chose dont ils n'ont pas, dès le début, trouvé un intérêt, ils ne le feront pas. Donc je pense qu'aujourd'hui, oui, c'est aussi un problème, ce qui fait que leur perception du lieu est totalement voilà, un peu biaisée, on va dire, voilà, par rapport à tout cela. Oui, allez-y, Thalie. Je me dis que c'est la manière aussi dont on présente les bibliothèques. Parce que si on nous pousse à la bibliothèque juste parce qu'on a un devoir de recherche, on a un sujet de recherche à traiter, je ne pense pas qu'on va forcément aimer. Parce que si à l'école, on est déjà conditionné par ce qu'il faut apprendre, ce qu'il faut lire, et on va en bibliothèque conditionné par ce qu'on doit lire, ça ne reste pas très intéressant. Donc je pense que nos programmes aussi scolaires sont un frein en fait à la passion, l'amour de la lecture et puis le fait d'aller dans une bibliothèque. Et voilà, on a un bibliothécaire également avec nous aujourd'hui, Biram. Parle-nous un petit peu de ce métier de bibliothécaire. Alors c'est vrai qu'on a une définition un petit peu basique de ce métier-là, mais au fond c'est un peu plus complexe que cela. Oui, en effet, c'est ça. Donc, le métier de bibliothécaire n'est pas aussi facile que ça. Donc, l'image que nous avons tous du bibliothécaire, c'est donc ce vieux qui est là, si c'est dans les écoles, c'est le surveillant retraité, donc à qui on confie les livres. Donc, il n'est là que pour les garder, pour donner les livres aux élèves qui en ont besoin. En fait, le bibliothécaire n'est pas aussi facile que ça. Donc, le bibliothécaire doit être à l'attente des élèves, à leur écoute. Donc, le bibliothécaire, il doit organiser donc toute cette collection. Donc, il y a la bibliothéconomie dont on parle en tant que science. Donc, c'est une science qui s'intéresse aux collections d'abord, qui s'intéresse à la bibliothèque aussi, mais qui s'intéresse aussi aux usagers. Donc, d'une manière générale, donc la bibliothéconomie, donc c'est une science qui permet donc de gérer, d'organiser la bibliothèque. Et donc, le bibliothécaire doit être formé donc pour maîtriser cette science, pour pouvoir appliquer cette science donc au sein de la bibliothèque. Et ça aussi c'est très important. J'ai parlé tout à l'heure donc de mon petit frère qui m'a un peu taquiné pour dire qu'on n'a pas besoin donc d'apprendre à ranger des livres. Donc il suffit seulement de venir de poser un livre par-ci par-là. Mais ensuite il revient pour me dire mais en fait comment vous faites pour savoir que X de documents sont dans la bibliothèque, etc. Alors là, on retrouve un petit peu les mathématiques, évidemment, dans ce procédé-là. C'est ça. Alors, j'ai commencé à l'expliquer, donc, à dire que maintenant, donc, c'est là maintenant, donc, les techniques documentaires du bibliothécaire. Donc, il faut avoir une certaine aptitude, donc, des compétences, donc, à pouvoir faire ce travail-là. Donc, le bibliothécaire, au terme de sa journée, donc, doit savoir, à travers des statistiques, combien de documents ont été consultés, quels sont les documents qui ont été consultés, combien d'usagers sont entrés au sein de la bibliothèque. Et toutes ces statistiques-là permettent d'améliorer les services donc, de la bibliothèque. Et toujours, on le verra tout à l'heure, améliorer les services de la bibliothèque en vue donc, de gagner ou en vue donc, de permettre aux autres de plus fréquenter la bibliothèque. Donc de les reconquérir évidemment les jeunes. Oui, Ronnie. C'est très intéressant parce que je voulais en fait un peu sauter sur ce point-là et dire donc est-ce que le bibliothécaire dans sa formation a vraiment ces acquis-là pour pouvoir après rendre la bibliothèque plus intéressante, de pouvoir toucher une autre cible aussi, parce que évidemment lorsqu'on sait quels documents ont été consultés, on peut aussi savoir pourquoi ils ont été consultés et on peut aussi se dire pourquoi telle cible ne fréquente pas. Et bien évidemment, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils puissent fréquenter donc, la bibliothèque. Donc je voulais un peu venir sur ce point et je pense qu'on aura les réponses. Et justement par rapport à ce point, on va y revenir évidemment, mais on va peut-être un petit peu s'arrêter sur cette belle anecdote de Biram. Évidemment, la bibliothèque, ça reste un lieu de découverte, en tout cas pour certains étudiants. Parlez-nous un peu de cette anecdote. Oui, en fait, c'est ça. Donc, la bibliothèque, c'est un lieu de découverte. Vous avez tout à l'heure parlé du temple de savoir. Donc, en fait, c'est ça. Alors, moi, à la bibliothèque universitaire où j'ai vécu 2 mois d'expérience, alors un étudiant de la faculté de droit est venu me trouver. Donc, il se préparait pour écrire son mémoire. Et lorsqu'il est venu, il m'a dit c'est la première fois que j'entre dans la bibliothèque. Alors là, j'étais étonné, je l'ai regardé. Donc, un étudiant qui a fait 4 ans ou plus, donc plus de 4 ans, dans une université. Et pour la première fois, il rentre dans une bibliothèque pour consulter les documents. Et donc, en fait, c'est étonnant de voir ces genres de choses-là. Donc, des gens qui sont au niveau supérieur de l'enseignement
et qui ne fréquentent pas les bibliothèques. Je trouve que cela n'avance pas en quelque sorte les études supérieures, surtout sur le côté connaissance, sur le côté savoir. Très souvent, donc, la critique des anciens, c'est que maintenant les jeunes ne lisent plus, donc ils ne sont plus expérimentés. Et je pense que la critique serait fondée donc, du moment où les jeunes eux-mêmes donc, ne fréquentent plus les bibliothèques. Et ce cas-là donc, le confirme précisément. Donc si par contrainte, comme l'a dit tout à l'heure Nathalie, donc si par contrainte maintenant les jeunes fréquentent les bibliothèques, c'est-à-dire c'est juste quand tu prépares ton mémoire, c'est juste quand tu as un devoir de recherche, c'est juste quand on te contraint à lire. Qu'après la soutenance en ce qui concerne le mémoire, et voilà, c'est fini, on va prononcer le divorce avec la bibliothèque. Alors c'est ça, donc si on lit par contrainte, alors donc c'est ça, c'est un problème fondamental. Donc ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est amener les jeunes à aimer d'abord la lecture. Et maintenant, cela peut se faire. Donc, le bibliothécaire, donc, dans ses missions, donc, cela en fait partie. Il faut pousser le jeune, il faut pousser l'enfant à aimer la lecture dès le bas âge. Et on en a parlé tout à l'heure avec les activités d'animation. Et justement, par rapport à ça, on a parlé des activités d'animation. Marie, que faut-il faire concrètement pour redonner, pour remettre le jeune au centre même de la bibliothèque? Je trouve que l'échange a été intéressant dans le sens où les propos se recoupent entre Roméo Biran, parce que lui parle du sous-jacent du problème qui est déjà à la maison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le bibliothécaire, il a un double défi. Il est confronté à une nouvelle génération, à une nouvelle réalité, et il est confronté aussi à un rôle d'éducateur plus que de bibliothécaire. Parce que finalement, quand il dit « nous recevons » les enfants dans la bibliothèque et qu'au-delà de juste agencer les livres, eh bien, on est témoin d'une réalité sociale. Il faut qu'on analyse le comportement de celui qui utilise les livres pour savoir comment on peut les amener à cela. Et que lui, derrière, Roméo dit qu'à la maison, déjà, si on n'est pas intéressé par les livres, comment amener un enfant qui n'est pas intéressé par les livres à la maison, qui a certainement des parents qui ne sont pas intéressés par les livres aussi, qui a certainement un environnement familial où le livre n'est pas présent, comment un bibliothécaire, à ce moment-là, va arriver à analyser cette situation et à amener une solution. Et c'est toute la complexité du problème. Et je pense que dans le cadre des animations, il faut revenir à la réalité sociologique, à la réalité psychologique de la cible en se reconnectant avec notre environnement direct. On a parlé de la lecture de contes, on a parlé de reconstituer l'arbre à palabre, de reconstituer ce lieu. Comme tu l'as si bien dit, l'environnement est très très important. C'est-à-dire qu'une bibliothèque aujourd'hui, une bibliothèque africaine devrait représenter un arbre à palabre, devrait représenter un univers quasi mystique où les enfants se sentiraient attirés par cela. Et je pense qu'autour des activités de lecture de contes, de rencontres d'auteurs, comme il a si bien dit, autour de ces activités de valorisation de notre réalité, eh bien, on aura une reconnexion générationnelle. Vous partagez cet avis, Thalie? Totalement. Parce qu'elle a exactement dit ce qu'il fallait dire. Déjà, revoir déjà au niveau de l'environnement, c'est normal, c'est primordial, parce que le bibliothécaire, il va se retrouver face à deux défis. Et c'est bien beau, en fait, c'est comme on dit, l'école n'éduque pas. L'éducation, c'est à la maison. Les parents doivent pouvoir nous pousser à déjà, nos parents, en général, ils ne lisent pas. Ils ne lisent pas, même c'est difficile de voir encore un papa avec son journal le matin en train de lire. Il y a longtemps, aujourd'hui tout le monde est sur sa tablette, les infos, on regarde, on consulte les informations sur Internet. Évidemment, les responsabilités sont partagées. Les parents ont également un rôle à jouer. Après, c'est vrai qu'on ne va pas tout mettre d'un côté. Mais la bibliothèque aussi peut être animée, des journées portes ouvertes, des journées de dédicaces. Voilà, et je pense que même il y a des programmes dans certaines bibliothèques, je pense un programme de concentration et de goût de lecture. Certaines bibliothèques ont ce programme, je pense que ça peut déjà initier. Et ce programme, c'est dès le bas âge, en fait. Et si on arrive à amener un enfant de 2 ans à ce genre de programme, je pense qu'il va déjà avoir une connexion et il va grandir avec. C'est vrai que les choses évoluent et le monde évolue, les gens grandissent avec ce qu'ils voient, mais déjà si on part sur ces bases, on est sûr au moins de recréer une connexion avec la bibliothèque.
Et évidemment, Roméo, la bibliothèque aujourd'hui, ça reste, revêt un caractère d'une importance capitale aujourd'hui pour la société. Ben oui, sinon on n'aura plus de bibliothèque, hein. Donc je pense que c'est important d'avoir une bibliothèque. Déjà parce que forcément il y a des gens qui y retournent pour leur mémoire, etc. Mais aussi si on arrive, comme l'a dit Marie, à reconnecter ces générations-là, je pense que là la bibliothèque aura tout son sens. Je pense que vraiment les propos se retrouvent. On est tous conscients que c'est important d'avoir une bibliothèque. On est tous conscients qu'il y a un problème générationnel. On est tous conscients qu'il y a des solutions aussi à ce problème-là. Donc moi je pense qu'il faudrait vraiment essayer de joindre l'acte à la parole aujourd'hui. Voilà. Et quand Dali parlait, je me disais, c'est drôle, mais j'ai l'impression que les personnes passionnées de lecture et de tout ce qui suit ont un univers à eux qui est totalement déconnecté des autres. Moi, par exemple, j'ai jamais, je ne sais pas, peut-être je n'ai pas prêté attention, mais j'ai jamais vu une sponsorisation sur Instagram ou sur un autre site. Désolé pour ça là, sur Facebook. J'ai jamais vu une sponsorisation, par exemple, de dédicaces de livres ou d'une activité en rapport avec la bibliothèque. Ce qui fait que c'est un univers qui est totalement loin du mien, par exemple. Et je pense que c'est des choses comme ça qu'il faudra revoir au niveau des gestionnaires. On a parlé de connexion, on va y revenir évidemment. On a parlé aussi de formation parce que les bibliothécaires sont rares aujourd'hui en Afrique. Ça reste un problème majeur sur lequel il va falloir, notamment les autorités, mettre un accent particulier, notamment dans la formation des bibliothécaires. Oui, je pense que c'est très important même quand on veut moderniser les bibliothécaires. Excusez-moi, il faut d'abord former les bibliothécaires. Parce que ce sont eux qui vont entretenir les bibliothèques, ce sont eux qui vont définir les politiques documentaires. Et ça, c'est important. Tant qu'on n'a pas une bonne politique documentaire, donc en fait, on ne peut pas attirer les usagers, les jeunes, à venir fréquenter la bibliothèque. Et ça, c'est important. Heureusement, ici au Sénégal, donc, on a l'EBAD, l'école des bibliothécaires, archivistes et documentalistes. On en a aussi d'autres écoles comme au Cameroun, comme au Maroc. Et je pense que cela devrait donc se multiplier un peu partout en Afrique. Et donc, ce qui fera que les jeunes pourront fréquenter les bibliothèques. Donc, si toutefois on a des bibliothécaires formés, des bibliothécaires expérimentés qui vont mettre en place des activités qui feront maintenant que les jeunes vont directement aller fréquenter les bibliothèques. On a tout à l'heure parlé de ce désintéressement. Marie a parlé tout à l'heure des parents qui ne sont pas alphabétisés. Et donc, je le disais tout à l'heure, dans certaines familles, les parents n'ont pas la culture d'aller en bibliothèque ou d'amener leurs enfants en bibliothèque. Et ça aussi, c'est un problème majeur. Et maintenant, on parle de bibliothèque comme troisième lieu. Après le foyer, après le travail, on dira peut-être chez les jeunes après l'école, le troisième lieu, c'est les bibliothèques. C'est ce qui se dit très souvent en Europe. Mais maintenant, ici, chez nous, déjà en famille, donc les parents n'ont pas cette culture-là, donc d'amener leurs enfants à la bibliothèque. À l'école aussi, c'est un peu pareil parce que les bibliothèques scolaires sont des bibliothèques misérables, entre guillemets. Ce sont des bibliothèques qui ne proposent absolument rien. Ou s'il y a un bibliothécaire, il n'est pas formé, il n'est pas capable de faire aimer la lecture. Et ça aussi, c'est un problème. Donc, à part ces deux facteurs-là, maintenant, comment est-ce qu'on peut faire aimer la lecture aux jeunes? Ça, maintenant, c'est la question qu'il faut se poser. Évidemment, il y a une part de responsabilité là aussi en ce qui concerne évidemment les parents. Comme Tali l'a dit, ça part. Hein. La base, évidemment, démarre à la maison. Tali, justement, par rapport au point que Biram a soulevé tout à l'heure, en parlant évidemment de la carence des dossiers, hein, des ouvrages, ça reste aussi un frein par rapport à ce refus, on va dire, des jeunes d'y aller, de fréquenter les bibliothèques. C'est parce qu'en fait, on ne retrouve pas assez de contenu? Oui, et souvent, quand on retrouve un contenu, il est assez vieux. Et de vous à moi, un livre, la première page est attirante, hein, un livre qui n'a pas de vie. Bon, un livre, il a vie vu que c'est... Voilà. Mais un livre qui est assez vieux ne va pas forcément attirer. Aujourd'hui, il y a déjà le contact visuel. Ce qu'on voit attire. Donc, je pense qu'au-delà du contenu qui peut être pauvre, il y a aussi la qualité du contenu sans peut-être ouvrir, mais ce qu'on retrouve dans nos bibliothèques aussi qui peut être attirant. Donc, je me dis que
Évidemment, c'est tout un processus qu'il va falloir revoir. Oui, Marie, allez-y. Voilà, pour rebondir sur cela, en fait, c'est vraiment une problématique importante dans le sens où on a l'impression que dans certaines bibliothèques qu'on ne renouvelle pas en fait les livres dans les rayons, qu'on laisse les livres, les générations évoluer et les livres n'évoluent pas. Et finalement, les livres sont les témoins des générations. Donc, si vous laissez un livre qui était très intéressant il y a 10 ans, eh bien, peut-être que dans 10 ans, c'est plus intéressant pour ces générations-là parce que les réalités qui sont traitées dans le livre n'intéresse plus cette génération-là. Et c'est quelque chose qui est aussi important, je pense qu'il a bien souligné, c'est dans la formation des bibliothécaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils doivent être formés à pouvoir en fait contextualiser l'offre qu'il y a au niveau de la bibliothèque par l'analyse voilà, de la génération qu'ils ont en face d'eux. Aujourd'hui, on a des livres qui ont été très intéressants, qu'on a lus, nous, Une fille anglaise de Mariam Abba qui reste toujours actuelle, énormément d'autres livres, et il y en a d'autres qui n'intéressent plus les nouvelles générations. Et c'est un questionnement perpétuel pour les élèves d'ailleurs qui vous disent, quand vous allez dans les lycées, dans les collèges, ils vous disent, bah, nous, on aime bien l'idée d'aller à la bibliothèque, on l'aime bien, mais une fois entré dans la bibliothèque, bah, on est découragé parce que, comme tu l'as dit, on a des rayons de livres poussiéreux, avec des histoires qui sont d'une autre époque. Et pourtant, on sait qu'on a une industrie du livre en parallèle, on a des écrivains, on a des auteurs qui produisent. Donc, pourquoi ces livres-là, aujourd'hui, ne sont pas présents dans les bibliothèques? C'est la grande question. Évidemment, en parlant de grandes questions, c'est aussi la grande responsabilité aussi aujourd'hui de nos dirigeants et des bibliothécaires que vous êtes, Biram, évidemment de rafraîchir la bibliothèque à chaque fois les rayons. Oui, je pense que c'est ça. Mais le problème se situe très souvent aussi donc, au niveau des subventions des bibliothèques. Vous savez, en Afrique de l'Ouest, donc, les premières bibliothèques ont daté depuis le 19e siècle. Et donc, après maintenant l'indépendance, donc, ce sont maintenant nos pays qui ont commencé à subventionner donc, nos bibliothèques. Mais le constat est que petit à petit, on a constaté que la subvention a commencé à diminuer. Et donc, quand se pose maintenant le problème de budget dans une bibliothèque, alors là, se pose aussi le problème du renouvellement des collections. Ça aussi, c'est un problème. Alors, le deuxième problème qui se pose aussi, c'est que très souvent, la non-formation des bibliothécaires, on en a parlé tout à l'heure, parce que je disais, au terme de la journée, le bibliothécaire doit savoir quels sont les documents qui ont été consultés, qui est entré dans la bibliothèque, combien de documents ont été empruntés, combien de documents ont été rendus, etc. etc. Alors, toutes ces statistiques-là permettent aux bibliothécaires maintenant de pouvoir faire de nouvelles acquisitions. Quand ils constatent que le livre de Mariam Abba a été emprunté X fois et que dans le fond, il n'y en a que 3 ou 4, donc, dans une nouvelle acquisition, il doit pouvoir augmenter donc, le nombre de documents. Il doit aussi, à travers ce qu'on appelle les catalogues en ligne, donc savoir qui, depuis sa maison, a consulté tel document pour savoir si le document existe ou non. Alors, si quelqu'un recherche dans le catalogue un document qui n'existe pas, alors prochainement, dans une nouvelle acquisition, normalement, donc, il doit prendre en compte ce document-là. Et voilà ce qui fait maintenant que le bibliothécaire ou la bibliothèque de manière générale pourra servir toute une communauté. Parce que, rappelons-le aussi, la bibliothèque n'est pas faite aussi pour une seule communauté. Ce n'est pas seulement pour les jeunes, ce n'est pas seulement pour les vieux. Parce que là, je pense même en disant cela, à la bibliothèque municipale de Pékin. Donc, c'est une bibliothèque municipale qui a des documents donc, en langue locale. Donc, ce qui va maintenant attirer ceux qui n'ont pas fait... Ça reste une belle stratégie, oui, ça, évidemment... Oui, il y a des documents en langue locale, il y a des documents religieux, donc pour attirer donc, toutes sortes d'usagers. Alors là, je trouve que c'est intéressant. Et voilà la politique maintenant documentaire que devraient faire donc, toutes les autres bibliothèques. C'est essayer de voir quels sont les documents dont la communauté a besoin, de les acquérir et de les mettre à disposition. De rafraîchir. Oui, allez-y, Tali. Voilà, en parlant de formation même des bibliothécaires, je me dis qu'ils peuvent aussi utiliser l'outil informatique. Aujourd'hui, l'Internet, par exemple, rend vivantes les bibliothèques en utilisant Instagram, en utilisant en fait, les réseaux sociaux. Une bibliothèque en fait, peut animer sa structure. La bibliothèque dont il a la charge, sur les réseaux, ça va être plus vivant, ça va permettre... Parce qu'on va rentrer à l'université, on va voir juste une affiche, il y a journée porte ouverte. Maintenant, celui qui marche la tête baissée, il ne va pas forcément voir cette affiche.
Et sachant qu'aujourd'hui, on est dans une génération tête baissée aussi parce qu'on est tout le temps sur le téléphone, évidemment. Je pense qu'on leur demande beaucoup quand même aux bibliothécaires finalement. C'est-à-dire qu'il y a le rôle d'éducation, il y a le rôle déjà de bibliothécaire avec toutes les missions dont il a parlé et encore d'être community manager. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça devient un rôle et je pense aussi, c'est une réflexion qu'il faut lancer, c'est une redéfinition même du métier de bibliothécaire et même du curriculum même de formation qui va se faire, je pense, dans quelques années, puisque finalement, ils seront appelés à cela, parce que sinon, on risque une disparition des bibliothèques. Et voilà, et c'est d'ailleurs sur cette belle chute que nous nous arrêtons pour la première partie de cette émission Génération News sur Medi 1 TV Afrique. Nous vous donnons évidemment rendez-vous dans une poignée de minutes pour la deuxième partie. À tout de suite sur Medi 1 TV Afrique. De retour sur Medi 1 TV Afrique pour la deuxième partie de votre émission Génération News. Nous allons à présent parler de la mode sur le continent. Chaque jour, nous assistons à la naissance de nouveaux créateurs, de jeunes stylistes. Tali, vous avez participé à des défilés de mode. Quelle analyse faites-vous aujourd'hui de l'évolution de la mode africaine ? Bon, moi, personnellement, je suis très contente de l'avancée des choses. Il y a quelques années, c'était pas très accessible, c'était vraiment compliqué. Moi, déjà, quand je me lançais, je ne pensais pas que dès ma première année, je pouvais participer à un défilé de mode. Et vraiment, ça a été une belle occasion. Et je me suis dit que ce sont des choses, plus ça se multiplie, plus c'est alloué. Et j'ai aimé personnellement, et je sais que plusieurs le font et plusieurs souhaitent en participer. Voilà, défilé de mode. Ça reste évidemment un Graal. Hein. Le Graal, c'est même le point, on va dire, très important pour un jeune qui débute dans le métier. Oui, et puis ça permet le contact avec d'autres créateurs, ça permet aussi la connexion avec des potentiels clients, des potentiels intéressés. Ça permet surtout de montrer ce qu'on a à l'intérieur, parce qu'un styliste, il donne forme, il traduit ce qu'il ressent à l'intérieur, ce qu'il vit à l'intérieur en général. Donc le défilé de mode, c'est une plateforme qui permet de s'exprimer. Et justement, par rapport à ça, Roméo, quel regard portez-vous aujourd'hui sur la créativité africaine ? Je pense qu'il y a un boom. Hein. Il y a un boom de créateurs. Il y a déjà, on va dire de manière internationale, l'Afrique est vraiment au centre de la créativité en termes de mode. C'est depuis quelques années, on va dire, si je vais trop m'extrapoler, on va dire 5 ans. 5 à 6 ans, l'Afrique est vraiment au centre et on a des créateurs de différents pays qui font de très belles choses, vraiment avec un niveau top qui est salué par les différents créateurs de différents pays. Donc je pense qu'aujourd'hui, les Africains créent et vendent en Afrique et au-delà de l'Afrique, c'est quelque chose qui est vraiment alloué, quoi. Mais qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui différencie le jeune créateur d'autres jeunes créateurs également dans ce monde un peu compétitif? Qu'est-ce qui différencie le jeune créateur? Je pense que déjà le créateur, c'est un artiste. Donc je pense que chaque artiste a sa signature. Et évidemment, on peut être dans le même domaine, on peut tous être des stylistes. Mais même si on travaille les mêmes matières, on n'aura jamais la même tenue, on n'aura jamais la même pièce. Parce que, comme le disait Dali, c'est quelque chose qu'on exprime, c'est un ressenti et c'est la matérialisation de notre pensée à nous. Donc, on ne peut pas donner à deux créateurs le même tissu et les laisser libre cours à faire ce qu'ils veulent et avoir la même chose. Donc, je pense que déjà, chaque créateur a sa signature et chaque créateur se différencie par ce qu'il crée. Et comme je le disais dans mon introduction, évidemment, hein, sur le continent, on assiste à la naissance, à l'émergence des jeunes créateurs dans le domaine de la mode, mais beaucoup aujourd'hui peinent encore à en vivre. Qu'est-ce qui peut expliquer cela, Biram? Oui, en fait, moi je pense que dans le domaine de la mode,
il faut d'abord créer un environnement créatif. Donc, c'est-à-dire, il faut créer un environnement de telle sorte que les jeunes puissent être beaucoup plus créatifs. Parce que je pense que le talent est là. Et aussi, il y a beaucoup d'écoles de formation. Donc, au Sénégal, maintenant, pour prendre l'exemple du Sénégal, il y a beaucoup d'écoles de formation. Et donc, je pense que ça, c'est important. Mais surtout aussi, il faut appuyer les jeunes créateurs. Je pense que ça aussi, c'est beaucoup plus important même de les appuyer. Parce que quand un jeune a son projet donc, de création, il crée son œuvre, par exemple, donc, il doit être appuyé. Donc, appuyé maintenant pour pouvoir diffuser, si je peux le dire ainsi, donc diffuser son produit pour pouvoir mettre son produit sur le marché. Donc, ça aussi, je pense que ça participe à l'évolution même de la mode. Et justement, Marie, vous êtes une grande amoureuse évidemment de la mode. Que faut-il faire davantage pour accompagner ces jeunes créateurs et par ricochet faire la promotion de la culture africaine à l'international? Je pense que tout comme les autres domaines aujourd'hui des hubs d'innovation, qu'on pourrait aller vers une évolution pareille, des hubs d'innovation pour en fait ceux qui sont dans le domaine de la mode. Parce que ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'on a de la mode connectée, qu'on a de la mode qui est dans l'expression des cultures africaines, on a une mode qui est dans la reconnexion aux racines, on a une mode qui exporte l'Afrique au-delà de ses frontières. Donc, on a un travail énorme qui est fait autour de la mode et je pense qu'il est aujourd'hui important de, comme il a dit, de créer un cadre de réflexion, de créer des hubs où on pourrait innover, on pourrait créer en fait ces œuvres-là, mais aussi il y a un travail au préalable qu'il faut faire sur la valorisation même de ce qu'est la mode. Parce que le problème ici en Afrique, c'est qu'on a tendance à penser que le créateur, et en plus le mot est grand, créer quelque chose, une œuvre, eh bien, est juste quelqu'un qui design un vêtement. Alors que finalement, il vend au-delà du vêtement, comme il a si bien dit. Il vend ce qu'il a créé, il vend l'expression, il vend son sentiment, il vend l'innovation derrière. Parce que l'innovation, elle est grande. Et aujourd'hui, un vêtement peut être une marque déposée, peut être l'identification de tout un pays. Donc aujourd'hui, en fait, il faut, au-delà de créer des cadres, il faut aussi l'éducation sur la valorisation et sur l'aspect surtout artistique et la valeur de ce métier-là. Allez-y, souvent, on n'arrive pas à faire la différence. Déjà, le styliste, c'est celui qui reproduit en général ce qu'il y a déjà. Mais un créateur, il va de ce qui n'existe pas. Et je pense qu'en Afrique, c'est vrai, on a ces deux catégories, mais en Afrique, on a des jeunes talentueux, hein, des créateurs, vraiment des créateurs. Tu vois une pièce, bah, tu n'arrives pas à te projeter en fait, est-ce que c'est dans les générations passées qu'il a puisé ou bien, mais on a cette belle touche. Mais après les accompagnements, sincèrement, font défaut. Parce que je crois qu'il y a des jeunes dans nos quartiers qui ont du talent, mais qui aujourd'hui n'ont pas la capacité genre, de travailler avec un modéliste, parce qu'on peut être styliste sans être modéliste. Le modéliste, c'est celui qui donne forme à ce que le styliste a conçu. Donc du coup, aujourd'hui, on va plus voir même des couturiers, généralement des modélistes, des couturiers, mais des stylistes, il y en a, mais cachés. Ils n'arrivent pas à s'exprimer. Et quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confrontés lorsque vous avez démarré dans ce métier? Déjà, la critique. Entre Africains, on aime bien se critiquer. Hein. On est plus porté à aimer ce qui vient de l'extérieur qu'à consommer local. Et lorsqu'on consomme même local, c'est vrai que quand une structure vient de démarrer, il ne faut pas comparer la structure à quelque chose qui existe depuis des décennies. Mais souvent même les remarques des gens, les apports des gens sont plus pour te mettre comme dans un bocal. Non, tu dois faire les choses comme ça, fais comme ci, fais comme ça. Au-delà de ça, il y a la main d'œuvre. Parce que le styliste, il a quelque chose qu'il veut reproduire, il a dessiné ou bien il a conçu, mais la main-d'œuvre souvent n'est pas très qualifiée, n'est pas qualifiée. Souvent, c'est quelqu'un qui a vu quelqu'un faire et qui n'est pas forcément allé dans une école de modéliste. Donc, quand tu exprimes ce que tu veux, le rendu forcément n'est pas ça. Donc, il y a ce déficit-là. Et il y a aussi le fait de pouvoir internationaliser ces créations. Il y a un problème dans le transit. Tu peux être au Sénégal pour expédier un produit au Gabon. Il faut 1 semaine, 3 semaines. Et dans le timing, c'est pas respecté. Ça devient compliqué. Voilà, ça devient compliqué pour fidéliser les clients. Parce que quelqu'un qui a vu ta pièce une fois, qui veut commander, après, il reçoit dans 3 semaines. C'est pas.
la fluidité en fait dans le transport, les mesures d'accompagnement, les financements, et souvent c'est vraiment ce qui m'a... Il y a également un autre point qui se pose dans évidemment ce métier de la mode, ce sont vos créations. Est-ce que ces créations sont protégées ? Comment ça se passe? Parce qu'évidemment, vous pouvez avoir une création et demain, on va voir un autre styliste reproduire la vôtre. Comment ça se passe sur ce point? Voilà, ça c'est assez délicat. C'est assez délicat et déjà en termes de créativité, lorsque Sidali fait une pièce, elle crée un modèle. Moi, je reproduis la même chose, je change la couleur et je change quelques détails. C'est plus la même chose. Donc, dans ce domaine-là déjà, c'est difficile de se dire je protège cette pièce, je protège ce modèle-là. Parce qu'une fois qu'on a changé un petit détail, ou 3 détails, on va dire, 3 détails, donc la couleur, je change la beauté, c'est fini, c'est plus la même chose. Ça, c'est ma créativité à moi maintenant. Donc, c'est assez difficile déjà de pouvoir dire que je sécurise, moi, ce que je crée. Évidemment, parce que le problème, c'est situé au niveau de la définition de la création, de la créativité. Voilà, mais aussi, on va dire quoi, au niveau des droits d'auteur, etc., il y a aussi un long processus et on crée tout le temps. On aura du mal à protéger chacune de nos créations. Donc, je pense que c'est assez compliqué. Mais après, comme on dit, voilà, il y a les créateurs, il y a les stylistes. Et les stylistes, ben, quand ils travaillent, ils sont parfois inspirés par d'autres créateurs, par d'autres stylistes. Voilà, donc on peut voir juste un col et là, ça me donne une idée pour toute une autre... voilà. Donc je pense que il faut pas se dire je veux protéger ou voilà, il faut que ce soit exclusif. Non, il faut laisser ouvert à tout le monde. Tout compte fait, ce qui émane de toi restera toujours. Tu vas toujours être dans l'innovation, tu sais toujours le faire. Je vous sens un petit peu partagé par rapport à la réaction de Roméo. Oui, parce que normalement, vu qu'on va on veut moderniser il faut dire ça comme ça, la mode, on veut aller dans une industrialisation de la mode africaine, je pense qu'on doit pouvoir aussi faire comme ce qui se passe en Occident. Voilà, les marques sont protégées. Ici, déjà, moi, je m'étais renseignée. Pour protéger sa marque, déjà, c'est assez coûteux. C'est assez coûteux. Vous voyez que ce n'est pas accessible à tout le monde. Il y a ce point-là. Parce que protéger sa marque, c'est quelque chose de bien parce que tu protèges ton identité. Ta marque, c'est ton identité en fait. Tu protèges ta réflexion, tu protèges ce que tu as fait. Et c'est en fait pour je pense que quelqu'un qui s'est donné de la peine de réfléchir, ce qu'il aimerait, c'est pouvoir protéger sa marque. Mais voilà, et justement, on va revenir sur un point qui a été soulevé par Tali en parlant de consommation locale, consommer local. Il y a un point noir, on va dire, hein, dans ce domaine qui est la mode. C'est évidemment le prix de vos créations. Marie, est-ce que ça reste un défi aujourd'hui pour ces jeunes créateurs de revoir le prix? Parce que certains estiment que c'est trop cher le consommer made in Africa. En fait, le prix, il découle du manque de financement, de tous ces problèmes qu'ils rencontrent. Parce que je pense qu'aujourd'hui, s'ils étaient beaucoup plus accompagnés, ça aurait un impact sur le prix de revient. Mais aussi au-delà, en fait, comme elle a bien souligné, il y a 2 échelles. Il y a celle de la production à grande échelle, c'est-à-dire un modèle qui va être reproduit 1000 fois, 20 000 fois. À ce moment-là, le prix du vêtement, il n'est pas cher. Mais quand c'est une création qu'on fait et que c'est une œuvre qu'on vend, eh bien sûr, c'est universel. Le coût va être élevé parce que c'est un artiste qui produit une œuvre, c'est une propriété intellectuelle qu'il vend. Et à ce moment-là, je pense que là, on va revenir encore à ce niveau-là de compréhension. Vraiment des créateurs. Il faut les comprendre comme des artistes. Déjà, à ce moment-là, si on met les créateurs et la mode comme un domaine artistique, on va aller vers la compréhension de ce qu'ils vendent, parce que c'est comme un tableau. Hein. S'il est unique, et bien s'il est demandé, le coût est très élevé. Allez-y, Roméo, oui. Je pense que Marie a totalement raison. Il faut vraiment redéfinir les choses. Déjà, inculquer aux plus jeunes, déjà, c'est quoi un styliste, c'est quoi un créateur dans sa généralité. Hein. Donc, je pense qu'il faut déjà faire comprendre aux gens que nous sommes des artistes, que nous vendons des œuvres d'art. Et c'est vrai qu'il y a le côté commercial, mais aussi souligner ce point, c'est qu'un styliste, une marque de vêtements peut représenter un pays.
De la même manière qu'un joueur de football est un ambassadeur pour son pays, un créateur, un styliste peut être un ambassadeur, une marque de vêtements peut être ambassadrice d'un pays. Et derrière, il y a tout ce qui touche à l'économie, il y a tout ce qui est finance. Donc, il faut montrer vraiment qu'on n'est pas que des artistes parce que les gens ont cette mauvaise idée de penser que les artistes, c'est juste des animateurs, c'est juste des gens qui rendent la vie belle. Non, c'est des gens aussi qui créent de la valeur. Donc, il faudrait vraiment inculquer ça aux gens pour que demain, les jeunes n'aient pas honte de se dire « Papa, je vais être créateur de mode ». Et justement, Biram, on a parlé de la naissance de ces jeunes créateurs qui sont bien représentés ici sur le plateau de Génération News à travers l'Afrique, que ce soit au Sénégal, un peu partout au Maroc et dans d'autres pays. Il y a des jeunes aujourd'hui qui se lancent dans la mode. Mais le problème, on l'a souligné, il y a évidemment des difficultés. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'un avenir radieux pour ces jeunes créateurs? Bon, en fait, oui, dans une certaine mesure. Donc, on parlera d'un avenir radieux si l'État commence d'abord par réglementer le domaine. Donc, ils ont tout à l'heure parlé du droit d'auteur. Donc, un processus un peu compliqué. Et je pense que ce processus ne devrait pas être aussi compliqué que ça. Donc, cela devrait permettre maintenant à tout créateur donc, de pouvoir protéger son œuvre. Parce que je pense que chaque créateur donc, doit bénéficier donc, des retombées de son œuvre. Et je pense que c'est ce qui fait même, c'est ce qui fera même qu'on va au fur et à mesure donc, voir beaucoup de jeunes donc, s'intéresser à la création, s'intéresser au stylisme, tant qu'il y aura un profit à gagner. Et ils ont tout à l'heure parlé aussi du fait qu'une marque puisse représenter un pays. Et ça aussi c'est important, que ce soit à la mode ou dans les autres domaines. Donc, moi je dis très souvent que tous les domaines participent donc à développer un pays. Et donc, que ce soit la mode ou les autres domaines, donc il faut appuyer donc, la mode, donc le considérer comme un moyen de développement parce que c'est sûr que ça peut développer. Si aujourd'hui, par exemple, au Sénégal ou partout ailleurs en Afrique, on faisait le projet consommation locale, par exemple, du côté de la mode, que donc on n'allait plus importer, mais on va consommer local. Donc, ce qui se fait ici au Sénégal, que ce soit aussi au Maroc, au Cameroun, etc., on dit que dans chaque pays, on va consommer, par exemple, la mode, ce qui se fait. Alors là, je pense que cela favoriserait la mode et la création, l'émergence de ces jeunes créateurs. Oui, d'ailleurs, c'est l'un des défis des stylistes africains, des créateurs africains. Certains pensent que les stylistes veulent forcément... En fait, le plus gros défi, c'est de faire accepter ces créations en Europe, voilà, en Amérique. Non, mais moi, je pense que l'un des plus grands défis pour les stylistes africains, c'est de faire consommer ces produits en Afrique. Premièrement, de faire, parce que voilà, c'est tellement bien, en fait, de voir que ce que tu crées est porté où tu es. C'est vrai que c'est bien de vendre à l'étranger, mais c'est faire adopter en fait aux Africains cette mentalité de pouvoir consommer africain. Et si on arrive déjà à consommer africain, internationaliser nos produits sera, je pense, un peu plus facile que de vouloir internationaliser pendant qu'ici même déjà on ne consomme pas nos propres produits. Justement, par rapport à ces moyens d'encouragement, le Festival international de la mode en Afrique a remis en 2018 ses trophées aux stylistes en herbe. Faut-il davantage ce genre d'initiative sur le continent, Marie? Exactement, je pense que c'est quelque chose qui est louable et c'est quelque chose qui va vraiment motiver les jeunes à l'engagement dans ce secteur, et aussi ça va aussi valoriser le travail des créateurs, parce que c'est toujours bien de recevoir un prix, de recevoir une aide, de recevoir une reconnaissance de ses pairs par rapport à son travail, et je pense que c'est ce qui manque parfois pour motiver les stylistes et les créateurs, et la mise en place aussi, comme l'a si bien dit, d'instances qui chaque année va remettre le prix, je sais pas, du meilleur créateur, du meilleur styliste, du modèle le plus porté, du modèle le plus prisé, etc. Et ça va créer pas une mauvaise compétition, mais quand même un sentiment de on doit faire des résultats, on doit rendre notre secteur productif, on doit avancer, on doit innover, et je pense que c'est quelque chose qui serait vraiment très intéressant à ce niveau. Effectivement. L'originalité dans ce domaine, dans ce métier, Roméo, c'est aussi cette capacité à l'épuiser dans nos cultures, dans nos traditions. Je pense que c'est le challenge, c'est le gros challenge actuellement. C'est de pouvoir avoir une identité culturelle.
Et je suis, comme le disait Biram, vraiment sur son intervention. C'est très décevant de voir que la plupart de nos dirigeants ne pèsent pas en fait l'importance de la mode en fait sur le plan culturel déjà, pour vraiment segmenter ce domaine-là. Parce que si vraiment il y avait ça, on aurait vu par quels moyens mettre en place une capacité de production à grande échelle pour que les Africains puissent consommer local. Parce qu'il y a un défi, c'est que les gens aujourd'hui, beaucoup prennent conscience qu'il y a des créateurs africains qui font de belles choses et les gens il y a eu le boom du wax, il y a eu la révolution Napi, il y a eu tout ça, tout le monde cherche de revenir à notre identité africaine, tout le monde est fier d'être africain, black, voilà. Mais tout le monde n'a pas accès aux créations faites par les Africains. Pourquoi? Parce que les coûts sont élevés. Et ça, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de productivité, il n'y a pas de production à grande échelle. Voilà, donc il y a plein voilà, de petits sujets comme ça là, mais qui ensemble, en fait, voilà, vont permettre à développer ça. Donc moi, je me dis aujourd'hui, il y a ce challenge-là d'avoir une identité culturelle. Et il y a aussi beaucoup on va dire, il y a beaucoup d'ambassades étrangères, européennes, américaines, qui sont dans nos pays africains, qui, eux, ont compris ça, qui, eux, aujourd'hui, offrent des bourses, offrent des accompagnements, offrent des incubations, alors que nos gouvernements ne le font pas. Pourquoi? Ça reste un gros défi, évidemment, à résoudre. Il y a un point, on a parlé évidemment du travail, on a parlé de la culture. Revenons essentiellement sur votre manière de travailler. Quels sont les tissus que vous utilisez le plus? Ok. Moi, je suis déjà pour apporter une petite nuance, c'est pas parce qu'on dit créateur africain qu'on va chercher un tissu qui s'identifie forcément à l'Afrique pour dire que voilà, ça c'est un créateur africain. On peut être un créateur africain, travailler avec sur des pièces typiquement européennes et peut-être apporter une touche d'originalité africaine, des perles, des coris. Voilà, moi personnellement, je travaille sur de la soie, de la crêpe soie. Il y a certains qui ont des imprimés du wax qu'on dit typiquement wax africain. Il y a des tissus aussi neutres, hein, des tissus européens, de la soie italienne, mais j'apporte une coupe peut-être africaine, voilà, mais je reste styliste africaine. Donc je ne suis pas fixée sur du wax ou bien des imprimés Bogolan, ou bien non. Je prends ces touches africaines que je peux reporter sur des tissus européens. Je ne suis pas basée figée sur du basin, non. Je suis sur toutes sortes de tissus, tant que je peux apporter une touche africaine dessus. Quels sont vos projets à long terme? Je vais dire quel est votre rêve aujourd'hui? C'est déjà de participer à une Fashion Week, par exemple? Oui, bien sûr. Bien sûr. Participer à une Fashion Week et pouvoir avoir des magasins un peu partout en Afrique où je sais que mes compatriotes, mes frères africains pourront consommer ce que je produis en tant qu'Africaine. Donc ça reste un des défis peut-être à court terme. Je sais pas. Et vous c'est le contraire, Roméo, vous avez déjà participé à une Fashion Week. Racontez-nous un peu la première, comment ça s'est passé, comment vous y étiez la première fois, vous étiez comment, habité par évidemment une vague d'émotions? Oui, disons que moi je commençais à intégrer le milieu en fait en étant dans le staff d'organisation de Dakar Fashion Week en 2013 comme bénévole. Et j'ai adoré parce que je partais par passion, je partais par curiosité. Et là, j'ai connu c'est quoi la mode, c'est quoi un défi de mode. Tout le monde a ses anecdotes, tout le monde a sa compréhension de la chose, mais il faut rentrer dans le cœur du métier, il faut rentrer dans la cible en fait pour savoir ce que c'est. Et donc, je voyais déjà comment l'événement est et tout. Et après, j'ai lancé ma marque de vêtements. Et 3 ans plus tard, je suis allé à un casting parce que déjà avant, j'avais mon défilé à moi que j'organisais. Et je suis allé au casting de Dakar Fashion Week. Et là, je regarde les mannequins qui ont été sélectionnés. Je disais, c'est pas possible, il faut que je les habille. En fait, c'est drôle, mais c'est les mannequins qui m'ont donné envie de les habiller.
Évidemment, Oui. en parlant de ça aussi, Biram, ça, évidemment, la mode, c'est de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, l'entrepreneuriat, ça reste une arme redoutable pour lutter contre le chômage de jeunes aujourd'hui. Oui, parce qu'en fait, maintenant, on dit qu'il y a beaucoup de jeunes qui chôment. Mais en fait, je pense qu'il faudrait se lancer dans l'entrepreneuriat. Et comme vous l'avez dit, donc la mode aussi, donc ça permet de créer son propre travail. Donc comme l'a si bien dit Roméo, donc je trouve et je salue son initiative. Et si beaucoup de jeunes faisaient comme ça aussi, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de chômage aussi et dans beaucoup d'autres métiers aussi. Donc créer son propre entreprise, développer son propre projet. Et je pense que c'est seulement ce qui peut régler le problème du chômage en Afrique. Parce qu'il faut qu'on le dise, mais nos États ne peuvent pas tout faire. À un moment donné, maintenant, il faut que les jeunes arrêtent de crier au l'État, et maintenant essayer d'entreprendre, de créer quelque chose. Et je pense que ça aussi, c'est important. Et juste pour ajouter, en fait, ce qui serait intéressant, et comme elle a souligné, c'est qu'on a tendance à enfermer les jeunes dans certaines cases. Et aujourd'hui, les domaines comme la mode, comme la peinture, les domaines de l'art sont généralement pas assez considérés dans la société et voilà, très très mal perçus. Et le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de jeunes sont au chômage parce que, comme elle a si bien dit, ce sont des créateurs frustrés, ce sont des créateurs qui ne peuvent pas s'exprimer parce que peut-être qu'ils ne sont pas intéressés par d'autres domaines, mais si on leur donnait l'occasion d'être dans leur domaine de prédilection, eh bien ce seraient des entrepreneurs. Et je pense qu'on devrait se poser sur la question parce que si on fait une enquête sur les jeunes qui sont au chômage aujourd'hui, c'est peut-être qu'ils n'ont pas trouvé leur domaine de prédilection. C'est peut-être aussi qu'on leur donne pas l'occasion d'aller vers ces domaines-là parce qu'il y a des créatifs, il y a des innovateurs dans ces domaines-là comme la mode qui aujourd'hui sont chez eux et qui n'ont pas l'occasion de s'exprimer parce que la société ne reconnaît pas ce talent. Nous sommes arrivés au terme de cette émission, mais on va vite terminer sur cette question. Vous aidez aujourd'hui, vous, jeunes créateurs, à vivre de votre art. Ça reste le gros défi des autorités. Oui, ça, sincèrement, ça reste le gros défi. Et pouvoir s'encourager même mutuellement, hein, parce que après ça reste, il ne faut pas que ce soit comme une compétition. C'est pour développer l'Afrique, c'est pour donner une autre couleur à l'Afrique. Donc pouvoir s'entraider même entre créateurs, s'encourager, c'est aussi un autre défi. Hein. Ouais, merci. Et c'est la fin de cette émission. Merci Marie, merci Roméo, merci Tali, merci Abiram d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir regardés. Nous vous donnons évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission Génération News sur Medi 1 TV Afrique. Et d'ici là, bonne suite des programmes sur nos antennes.